dans le ventre sauvage d'une forêt, la nuit est un bordel sans nom, une bataille veloutée, un vacarme qui n'en finit pas, un capharnaüm de résine et de viande, de sang et de sexe, de terre et de mandibules. Là-haut, la lune veille sur tout ça. Sa lumière morte ne perce pas partout, mais donne aux yeux qui chassent des éclairs argentés. Tu es venu de loin, tu es venu jusqu'ici. Je le suis venu comme toi. Tu sais et tu vois. La terre s'est plissée, ici en haut, s'est plissée une fois, 2 fois, 3 fois, et s'est ouverte au milieu. Et au milieu s'étend une eau, et l'eau est verte, et le vert est blanc, et le blanc vient de plus haut encore, vient des glaciers. On pourrait le dire, mais on ne le doit pas. Tel est le langage qui accourt ici. Le vert avec le blanc dedans. Un langage qui n'est fait ni pour toi ni pour moi. Car je le demande, pour qui est-elle conçue, la terre? Elle n'est conçue, dis-je, ni pour toi ni pour moi. Un langage, eh bien oui, sans je et sans tu. Rien que il. Rien que ça, comprends-tu? Rien que ils, et seulement cela. Un certain jour d'un certain août, je descendais des régions blanches, âcres et dures, où s'exerçaient des rafales de grésil et où s'engendraient des orages. Je savais que diverses circonstances m'empêcheraient avant longtemps de retourner au pays aérien, des arêtes déchiquetées, dansant en plein ciel, l'illusion du haut et du bas des corniches blanches tracées dans l'abîme bleu-noir d'en haut, et qui s'écroule au milieu d'un après-midi silencieux. Et parmi les pentes burinées de couloirs et luisantes de verglas, d'où partent des mitrailles à l'odeur de soufre. Une fois encore, j'avais voulu flairer l'haleine verdâtre d'une crevasse, palper une dalle, me glisser entre des blocs croulants, assurer une cordée, peser les va-et-vient d'un coup de vent, écouter l'acier teinté sur la glace et les petits morceaux cristallins dévalés vers le piège de la rimée trompeuse, tracer une piste dans les diamants et la farine, me confier à 2 brins de chanvre et manger des pruneaux au centre de l'espace. Traversant de haut en bas une nappe de nuages, je m'étais arrêtée, au premier saxifrage, devant une grande chute de sérac, gigantesque écharpe aux plis nacrés, qui spiralement descendait vers le grand désert de pierre du fond. Ne pouvant courir les montagnes, je les chanterai d'en bas. Je me mis à penser plus sérieusement, avec la lourdeur et la gaucherie dont on remue alors la pensée, lorsqu'on a vaincu son corps en vainquant le rocher et la glace. Je ne parlerai pas de la montagne, mais par la montagne, avec cette montagne comme langage. Je parlerai d'une autre montagne, qui est la voie unissant la terre au ciel, et j'en parlerai non pas pour me résigner, mais pour m'exhorter. Et toute l'histoire, mon histoire jusqu'à ce jour, vêtue de mots de montagne, fut tracée devant moi. Toute une histoire qu'il me faudra maintenant le temps de raconter. Parcourir les sentiers ou les routes, arpenter les forêts ou les montagnes, gravir les collines pour avoir le plaisir de les redescendre, tout en restant à hauteur d'homme, livré à ses seuls moyens physiques, introduit à la sensation continue de soi et du monde, anachronique dans le monde contemporain qui privilégie la vitesse,
l'utilité, le rendement, l'efficacité. Ici, la marche est un acte de résistance. Un mot revenait toujours dans la conversation. C'était le mot errance. Mais comment photographier cette errance? Et d'abord, qu'est-ce que cela voulait dire? Je rentrais chez moi et regardais la définition d'errer dans un dictionnaire. Errer. Aller ça et là à l'aventure. Aller de côté et d'autre en parlant des choses qui ne se fixent pas, qui s'égarent. Par contre, pour la définition d'errement, cela devenait plus confus. Il y avait s'égarer, faire fausse route, se tromper, et la racine du latin médiéval iterar, voyager, aller droit son chemin. Quelques jours plus tard, un ami croisé dans la rue par hasard, qui prétendait bien me connaître, m'affirma que je ne serais jamais dans l'errance, car j'avais toujours un projet derrière chaque voyage. J'écoutais tel photographe qui confondait l'errance et le carnet de voyage. Un autre voyait le portfolio comme une errance. Et plus la définition devenait insaisissable, plus l'idée de ce défi me plaisait. Est-ce qu'on peut être normal et errer? L'errance, c'est une conduite, sans but déclaré. Moi, je considère que l'errance est un phénomène normal dans l'humanité, comme si le fait d'être ensemble partout engendrait de l'errance. Un jour, je reçois par télécopie un étrange texte qui va finir de me rassurer. Il est signé de monsieur Alexandre Lemonnier. Errance ou la pensée du milieu. L'errance, terme à la fois explicite et vague, et d'ordinaire associé au mouvement, et singulièrement à la marche, à l'idée d'égarement, à la perte de soi-même. Pourtant, le problème principal de l'errance n'est rien d'autre que celui du lieu acceptable. L'errant, en quête du lieu acceptable, se situe dans un espace très particulier, l'espace intermédiaire. À l'espace intermédiaire correspond en fait un temps intermédiaire, une temporalité que l'on pourrait qualifier de flottante. Flottante. Ce temps flottant est le temps du regard sur l'histoire, où l'errant s'interroge sur le passé en même temps qu'il réfléchit sur son futur proche. L'errant s'efface, devient silencieux. Il se livre à l'expérience du monde. C'est pourquoi il ne peut y avoir d'errance immobile. L'errance n'est ni le voyage, ni la promenade, mais bien. Qu'est-ce que je fais là ? Dans le ventre sauvage d'une forêt, la nuit est un bordel sans nom, une bataille veloutée, un vacarme qui n'en finit pas, un capharnaüm de résine et de viande, de sang et de sexe, de terre et de mandibules. Là-haut, la lune veille sur tout ça. Sa lumière morte ne perce pas partout, mais donne aux yeux qui chassent des éclairs argentés. Traverser un territoire, ouvrir, marcher, reconnaître, célébrer, découvrir les dangers, attribuer, ouvrir, comprendre, un sentier, inventer, marcher, assigner, naviguer, descendre, un désert, escalader, reconnaître, tracer, un lieu, un territoire, marcher, un sentier, renifler une forêt, un lieu, découvrir des vocations, des valeurs esthétiques, des valeurs symboliques, accéder, s'immerger, une géographie, attribuer, toponyme, des valeurs esthétiques, ravin, rencontrer, montagne, un archipel, marcher, comprendre, des valeurs symboliques,
marcher, accueillir, marcher, une aventure, célébrer, inventer une géographie, renifler, s'orienter, accéder, mesurer, rencontrer, une décharge, accueillir, assigner, mesurer, toponyme, capter, peupler, descendre, les dangers, ravin, un désert, escalader, une forêt, une montagne, un continent, peupler, un archipel, sensation, une aventure, construire, une décharge, des relations, ailleurs, des sensations, des relations, s'immerger. Les éléments sont exagérés. Depuis 4 jours, c'est le vent. Il détrône la chaleur. Il la pousse dans la vallée à grands coups de trompe. Plus rien n'est immobile. Les insectes ne décident plus de leur trajectoire. Les rapaces, à l'inverse, prennent de la hauteur. Tout bouge. Le moindre brin d'herbe, l'aiguille la plus enfouie dans la pelote des pins, les crottes des isards sur les cailloux. Il n'y a pas de rémission, rien ne s'arrête. Le calme est un moment de suspension entre une tempête et une autre. Il n'y a pas d'état moyen ici, rien de ce qui se rapprocherait d'une normale saisonnière en matière de climat. S'il y a des saisons, elles ne correspondent pas à l'idée tempérée qu'on en a. Les éléments s'essayent les uns les autres, et c'est un exercice violent, hors catégorie. Les fins du monde se succèdent, mais sans régularité. Les renaissances peuvent survenir en pleine journée ou en pleine nuit, c'est indifférent. La montagne n'a pas de bon sens, elle n'est pas vivable. Elle me rappelle quotidiennement que ce monde n'est pas le mien. Il ne m'appartient pas, il ne me sert pas, il n'est pas exploitable. C'est à peine si on peut y tenir un jardin. Mais je vois tout, je vois les changements, j'assiste aux métamorphoses. La griffe du brouillard sur une crête, l'invasion qui passe, la chaleur accumulée dans les pins qui lèvent des bouffées de tabac blanc, le ciel en effet, le dépôt de la rosée jusqu'aux genoux, l'armée des iris raides pâlissant dans les prés, la montée des étoiles, et je vois la lune bouger. Il n'y a aucune stabilité nulle part. L'activité est constante et contrairement à celle des mégapoles, elle n'a aucun rapport avec nous. Ce monde n'est pas fait pour nous et c'est un immense soulagement. Effondrez-vous, horizon, laissez entrer l'étrangère lumière. Hélas, la terre, l'ensoleillée, veut être prête à la venue d'une totalité, qui depuis des étendues instrumentales se prend dans des appareils et fait exploser dans un fracas de tonnerre toutes les marées de la terre. Un jour, le crépuscule reviendra. La nuit tombera des étoiles, nous serons corps étendus, proches d'ici, loin d'ici. Les ténèbres montent de douces et brèves mélodies. Écoutons-nous perdre nos habitudes. Que veut dire sortir des abysses où règne l'indistinct? Choisir de reconstruire d'autres limites à l'aide de nouveaux matériaux trouvés tout au fond de la nuit indifférenciée du rêve, tout au fond de la gueule béante d'un autre que soi. Et je pense au petit rat musqué et à l'homme du mythe concernant la création du monde. Je pense à l'océan sans limite sur lequel il flotte, incertain, ouvert, non borné, liquide. Je pense à ce petit rat musqué qui plonge tout au fond de l'eau, là où il fait noir, là où il est aveugle, là où il a peur, pour aller recueillir dans ses griffes les fragments de tourbe qu'ils utiliseront ensemble avec l'homme
pour créer une terre ferme sur laquelle marcher et délimiter leurs espaces respectifs. D'où viennent les plus hautes montagnes? C'est ce que j'ai demandé jadis. Alors, j'ai appris qu'elles viennent de la mer. Ce témoignage est écrit dans leurs rochers et dans les pics de leur sommet. C'est du plus bas que le plus haut doit atteindre son sommet. Un sentier qui montait avec insolence à travers les éboulis, un sentier méchant et solitaire, un sentier de montagne criait sous le défi de mes pas. Plus haut, résistant à l'esprit qui l'attirait vers en bas, vers l'abîme, à l'esprit de la lourdeur, mon démon et mon ennemi mortel. Plus haut, quoiqu'il fût assis sur moi, l'esprit de lourdeur, moitié nain, moitié taupe, paralysé, paralysant, versant du plomb dans mon oreille, versant dans mon cerveau, goutte à goutte, des pensées de plomb. Le sentier, ou même le chemin, est une mémoire incisée à même la terre, la trace, dans les nervures du sol des innombrables marcheurs ayant hanté les lieux au cours du temps, une sorte de solidarité des générations nouée dans le paysage. L'infinitésimale signature de chaque passant est là, indiscernable. Le marcheur affleure la surface de la route. Il ne s'affaire pas à la lutte de l'automobiliste, parfois mortelle pour lui ou pour les autres, avec un itinéraire qu'il cherche à quitter au plus vite pour arriver à destination. Emprunter ces routes terreuses amène à emboîter le pas à la foule des autres marcheurs, au long des invisibles mais réelles connivences. Le chemin est une cicatrice de terre au milieu du monde végétal, au minéral, en proie à l'indifférence du passage des hommes, le sol battu des myriades de pas imprimés pour une infime durée est une marque d'humanité. La route des marcheurs est vivante. Les sources de la Terre étaient semblables au système sanguin humain. Ces autres fluides divers s'approchaient du mucus, de la salive, de la sueur et des autres formes de lubrification du corps humain. La Terre étant organisée comme le corps humain, qui a des veines et des artères, les premières pour contenir le sang, les autres l'air. La conformité est si grande entre la masse terrestre et le corps humain que nos ancêtres en ont tiré l'expression des veines d'eau. Tout comme le corps humain contenait du sang, de la moelle, du mucus, de la salive, des larmes et des fluides lubrificateurs, la terre comprenait elle aussi divers fluides, des liquides qui durcissaient en métaux, comme l'or et l'argent, tandis que d'autres se transformaient en pierre, en bitume et veines de sulfure. Le système veineux terrestre était plein de métaux et minéraux. Ces veines, vénules, jonctions et canaux parcouraient l'ensemble de la Terre, en particulier les montagnes. Ces humeurs s'écoulaient des vénules vers des veines plus larges. La Terre, comme le corps humain, possédait même son propre système d'évacuation. Leur tendance commune à briser les vents causait pour l'une des tremblements de terre et pour l'autre un type de séisme différent.